De nouvelles manifestations ont eu lieu ce week-end à Bamako, la capitale malienne. Les manifestants exigent toujours le retrait pur et simple du projet de révision constitutionnelle. La campagne pour le congrès législatif du 30 juillet bat son plein au Sénégal. Le maire de Dakar, Khalifa Sall, s'est adressé pour la première fois aux Sénégalais depuis son incarcération en mars dernier. Enfin, la diaspora du Niger au Togo s'organise mieux pour s'occuper des questions liées à leurs conditions de vie et de travail. Elle a créé le Haut Conseil des Nigériens du Togo ce dimanche. Le projet de révision constitutionnelle continue de faire grincer les dents au Mali. À l'appel de l'opposition et des organisations de la société civile à travers la plateforme Ante Abana touche pas à ma constitution, plusieurs milliers de Bamakois ont battu encore une fois le pavé ce samedi pour dire non à la révision constitutionnelle dont le processus est en cours. Nous sommes à notre 4e marche. Nous appelons la marche d'aujourd'hui la giga marche. L'objectif, c'est de réellement faire comprendre une bonne fois pour toutes au président de la République et s'inspire à la communauté internationale que la majorité du peuple malien dit niet à cette révision constitutionnelle. Tous ces masses-là, IBK, ce n'est pas à cause de 2000 francs ou 1000 francs. Nous sommes là pour le peuple malien. On est là pour le peuple malien. C'est le deuxième avertissement qu'on lui donne comme ça. Ça suffit, lui il a fait son temps. Il laisse le pays là aux enfants. Nous, on prendra en charge ces pays-là. Ce n'est pas à eux de maintenant de nous dicter ce qu'ils font pour le Mali de demain. Les manifestants munis de pancartes et autres banderoles sur lesquelles on peut lire « Non à une constitution écrite en France », « Touche pas à ma constitution » ou encore « Vive la constitution consensuelle de 1992 » réclament le retrait pur et simple du projet de révision de la constitution. Attachés à la constitution de 1992, les détracteurs du projet de révision disent également non à ce qu'ils qualifient d'imposition au peuple malien, une constitution qui selon eux a été rédigée à l'étranger. Cette constitution n'est pas digne du Mali. Elle n'est pas digne du Mali parce qu'elle est écrite à l'extérieur. Elle n'est pas digne du Mali parce qu'elle n'a pas fait l'objet des valeurs principales du Mali qui sont les valeurs de dialogue, de concertation. Personne n'a été consulté. Il n'y a pas eu de dialogue, il n'y a pas eu de débat. Nous ne pouvons pas accepter une telle constitution qui ne fait que faire reculer notre pays. Il faut rappeler que ces manifestations se tiennent alors que le projet a été renvoyé au Parlement pour une seconde lecture. En prison depuis 6 mois, le maire de Dakar s'est adressé aux Sénégalais à travers une lettre. Dans cette correspondance publiée par son équipe de campagne, Khalifa Sall, candidat aux élections législatives du 30 juillet prochain, conclut sa lettre par cette phrase « Ensemble pour une assemblée du peuple ». La lettre dont le titre est « Khalifa Sall vous écrit » est non seulement un programme de campagne, mais aussi une attaque envers le régime en place. Depuis sa cellule, Khalifa Sall a ensuite exprimé sa gratitude à tous ceux qui ont manifesté leur solidarité dès son premier jour de détention, une détention qu'il qualifie d'emballement judiciaire sans précédent dans l'histoire du Sénégal. Pendant ces temps, la mobilisation continue pour réclamer sa libération avec le nouveau mouvement 1000 jeunes debout pour la libération de Khalifa Sall, lancé en fin de semaine. Cette fois-ci, ce sont les jeunes qui se sont mobilisés, ce sont les jeunes qui seront debout et ce sont les jeunes qui vont porter ce combat. Aujourd'hui, si Khalifa a commis un délit, c'est celui d'avoir des ambitions pour son pays. Et nous, jeunes à venir de ce pays, nous devons de nous mobiliser pour porter ce combat, pour sensibiliser les populations, mais pour rappeler à ce régime qu'il a l'obligation de libérer Khalifa. Pour cette mobilisation, la présence des 1000 jeunes avait été annoncée par les initiateurs. Visiblement moins nombreux, ceux qui ont répondu à l'appel veulent rendre l'appareil au maire prisonnier. Khalifa, c'est quelqu'un qui s'est engagé. Tout d'abord, il travaille pour les jeunes, il est là pour les jeunes, il représente les jeunes où il va. Donc nous les jeunes aussi, nous avons notre devoir pour soutenir Khalifa et lui rendre la monnaie de sa pièce. Plusieurs autres initiatives pour libérer Khalifa Sall ont vu le jour. Il y a moins d'un mois, un collectif a lancé un appel à participation pour payer la caution du maire. Khalifa Sall est accusé par la justice sénégalaise de détournement des deniers publics à hauteur de 1,8 milliard de francs CFA, soit 2,7 millions d'euros.
Des murs de la tribune ensanglantés à terre, des supporters encore sous les chocs. Voilà ce qui reste des crises survenues samedi soir au stade Demba Diop de Dakar lors de la finale de la Coupe de la Ligue sénégalaise. Ces matchs qui opposaient US Ouakam de Dakar-Hambourg a tourné à l'affrontement pendant la prolongation. Des jets de pierre entre supporters, chargés par les forces de l'ordre à coups de gaz lacrymogène, a fini par créer un mouvement de panique. Bilan provisoire, 96 victimes, dont 8 morts. Il y avait un mouvement de foule, parce que moi j'étais là-bas. Du coup, comme je savais que je ne pouvais pas passer par là, moi j'ai sauté du mur. Donc le moment que je suis sauté, et ensuite la mur est tombée sur eux. Il y en a 3 qui étaient morts sur le coup, et les autres n'étaient pas encore morts. Mais le fait qu'il y avait les lacrymogènes qui sont lancés, ils ne pouvaient même plus respirer. Il y avait la panique, il y avait la peur, parce que tout le monde voulait s'en aller. Les victimes ont été prises en charge et acheminées dans les 3 principaux hôpitaux de Dakar. Dimanche matin, devant l'hôpital principal, les familles des victimes anxieuses attendaient encore les nouvelles de leurs proches admis aux urgences. J'ai des proches. Nous tous qui sommes là avons des proches, des frères et sœurs, des copains de classe, des universitaires qui ont été massacrés. Actuellement, on a vu les corps, les morts. Ça nous a choqués. Les visages, tout, c'est horrible. Et là maintenant, actuellement, on veut voir nos blessés. Nous sommes privés de cela. Que quoi? Parce qu'on doit attendre. Une enquête de la police est ouverte pour tenter de connaître les circonstances du drame. Dans un communiqué publié dimanche soir, le gouvernement a annoncé la suspension de toutes les activités culturelles et sportives. Ces événements surviennent une semaine après le démarrage de la campagne des élections législatives. La coalition gagnante Ouattou Sénégal, menée par l'ex-président Abdoulaye Wade, a annoncé samedi dans la nuit qu'elle suspendait ses activités de campagne prévues pour dimanche. Contrôlée ce week-end par les Maïmaï Mazembe, une milice locale, la localité de Kipessé a été reprise par les forces armées de la République démocratique du Congo. Selon l'un des porte-parole de l'armée congolaise dans le Nord Kivu, les miliciens ont été délogés et depuis, l'armée procède au nettoyage. Le bilan des affrontements pour la reprise de la localité est de 2 militaires décédés des suites de leurs blessures et 5 Maïmaï tués. Pour la petite histoire, les Maïmaï sont des groupes d'autodéfense constitués sur une base essentiellement ethnique. Et pendant la Deuxième Guerre du Congo, nombre de ces groupes ont été armés par le pouvoir pour combattre les envahisseurs ougandais ou rwandais. Mais certains n'ont jamais été désarmés. Depuis mi-juin, plusieurs groupes Maïmaï tentent de contrôler des localités stratégiques de l'Est de la République démocratique du Congo, affrontant l'armée régulière avec des armes lourdes et légères, selon les autorités locales et l'armée. Au Conseil des Nigériens du Togo, HCNT, c'est la structure officielle qui s'occupe désormais des questions liées à la diaspora du Niger dans ce pays. Ils sont plus de 5000 Nigériens à assister le 16 juillet dernier à Lomé à l'investiture du président de HCNT. El Hadji Yacouba Malan Ali, vous êtes maintenant solennellement investi président du Haut Conseil des Nigériens au Togo, dont le nombre d'adhérents est estimé à environ 40 000 membres officiellement répertoriés. La tâche qui vous incombe, je vous demanderai d'être à l'écoute de vos concitoyens avec beaucoup de patience, de courage et que prévalent la justice et l'équité dans vos différentes prestations. Je souhaite aussi qu'ils sont venus en bonne santé, ils n'ont qu'à retourner en bonne santé dans leur foyer. Élu en mars dernier pour un mandat de 4 ans renouvelable, le nouveau bureau du Haut Conseil des Nigériens résidant au Togo, composé de 3 membres, un président, un secrétaire général et un trésorier, ne manque pas d'ambition. Nous allons tout faire pour contribuer au développement du Togo et de notre pays, le Niger. Notre ambition première, c'est de faire tout pour unir les Nigériens vivant au Togo. Cette association devient ainsi l'unique porte-parole de la diaspora du Niger au Togo envers les autorités de ces 2 pays. Ils sont plus de 40 000 ressortissants du Niger vivant au Togo, répartis dans le commerce, le transport, l'agriculture
et l'élevage. Après plus de 3 mois de manifestations violentes au Venezuela, un pays englué dans la crise, l'opposition se délecte d'une première victoire. Elle sort ragaillardie de ce vote massif à la consultation symbolique contre le président socialiste Nicolás Maduro. Forte de ce succès, la coalition à l'origine du scrutin compte désormais freiner le projet de constituante lancé par le président et provoquer des élections anticipées avant la fin de son mandat en décembre 2018. Alors que les 545 membres doivent être élus le 30 juillet, la constituante vise officiellement à apporter paix et stabilité économique au pays. Mais pour l'opposition, elle servira à contourner l'Assemblée nationale où elle détient la majorité depuis 2016. Plus de 7 millions de Vénézuéliens sur 19 millions d'électeurs potentiels ont participé à la consultation populaire selon 95% des bulletins dépouillés. Une fois les 5% restants dépouillés, la participation pourrait s'élever à 7,5 millions de voix, ce qui serait suffisant pour révoquer le mandat de Maduro si un référendum avait lieu. Pour éviter que l'opposition occupe tout le terrain dimanche, le gouvernement avait invité les citoyens à venir s'informer sur le scrutin du 30 juillet et tester les machines qui serviront au vote. Le défi de l'opposition est désormais de se servir des résultats pour fracturer l'adversaire. En Espagne, le record officiel de chaleur était de 47,2 degrés Celsius le 4 juillet 1994. Mais dimanche, la température a atteint 47,3 degrés Celsius à Montoro, ce qui constitue un nouveau record absolu de chaleur à l'échelle nationale. À Madrid, qui n'est pas épargné par le phénomène, la température a atteint 41,1 degrés Celsius, alors qu'il y a une semaine, un orage diluvien provoquait des inondations et de nombreux dégâts à l'aéroport de Badiara. Muy malamente. C'est très difficile. Il fait très chaud, mais très chaud. On ne sait pas où aller, comment s'habiller. L'unique remède si tu n'as pas de climatisation à la maison, c'est de porter un t-shirt et un pantalon mouillé. Tu les mets dans la baignoire et tu les portes. Le temps qu'il faisait avant ici en Galice me manque. Il faisait un peu plus froid. On portait nos vestes, mais il ne faisait pas si chaud. Il est impossible de dormir alors qu'ici, nous devions toujours fermer les fenêtres parce qu'il faisait froid. Maintenant, c'est impossible. La chaleur extrême provoque aussi toutes sortes de désagréments physiques chez les touristes. Les pays riverains de la Méditerranée subissent des températures exceptionnellement élevées depuis le début de l'été. Cette semaine, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc et la péninsule ibérique sont frappés par des températures extrêmes.